Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Multi-21, le débrief du deuxième Grand Prix de la saison, le Grand Prix d'Arabie Saoudite de Formule 1. Et pour m'accompagner aujourd'hui, Pierre Messier. Salut Pierre. Salut Clément, salut à tous. Je me sens un peu seul là du coup. Effectivement, Thomas nous a abandonné. Non, c'est faux. Il nous a pas abandonné pour ce week-end. Il mais nous a lâchement abandonné, on va le dire. Nous restons à deux pour ce week-end. Pierre, Grand Prix d'Arabie Saoudite, quatrième Grand Prix d'Arabie Saoudite de l'histoire sur le circuit de Jeddah. On en reparlera un peu à la fin du circuit de Jeddah. Je te propose qu'on commence par la course. On a eu un pattern un peu similaire à la semaine dernière, c'est-à-dire Red Bull devant et tout le monde derrière. On évoquait les prémices la semaine dernière d'une saison à la 2011. Est-ce qu'on peut commencer à clairement s'inquiéter d'un départ des fans, d'un départ d'un certain nombre d'intérêts pour la F1 lorsque l'on voit des courses comme on l'a vu ce week-end et le week-end dernier? La question est intéressante. Selon moi, il y a plusieurs points. Ça fait plusieurs fois où on en parle en off. On ne remet absolument pas en cause le travail de Red Bull. Red Bull, par rapport à la nouvelle réglementation qui maintenant rentre dans sa 3e année, si je ne dis pas de bêtises, ils ont fait un très très gros travail. Ils ont trouvé le bon concept. Ça marche bien, ils le font bien évoluer. Ils tentent des choses, ça a l'air de fonctionner. Ce qu'ils font en soufflerie, ça concorde avec les données pistes. Ok, très bien. Le problème de Red Bull, c'est cette polémique autour du dépassement du budget cap. Ça n'a pas été les seuls. Aston Martin l'avait fait sur Oui, pour remettre la situation, effectivement, je vais te laisser continuer là-dessus parce que je suis totalement d'accord avec ce que tu vas dire, mais c'est le budget cap de 2021, donc le premier budget cap, celui qui influait sur la première année de réglementation 2022, qui avait été dépassé par Red Bull et d'autres équipes. Mais là où Red Bull s'avait fait scandale, c'est qu'ils avaient fait un dépassement assez important de ce budget cap et que dès la saison 2022, leur voiture 2023 était en développement très très tôt. Voilà, donc je te laisse revenir dessus, vas-y. D'une certaine façon, la domination Red Bull, elle va rester un petit peu entachée avec cette histoire de budget cap, comme le titre un petit peu de Piquet en 83 avec Brabham BMW, avec l'histoire de l'essence non conforme, comme le titre de Schumacher en 94 avec une Benetton un peu pipée, même si ça n'a jamais été réellement prouvé. Il y a et d'autres exemples, c'est-à-dire on remet pas en cause la domination, mais c'est une domination sur une base un peu illicite. Et ça, le problème, c'est que ça va leur coller à la peau. Ça continue, moins au niveau des jeunes fans, Drive to Survive avec la grosse hype autour de Verstappen, etc. Où les histoires de budget cap, je pense, ça passe un petit peu en second plan. On voit Red Bull comme la boisson énergisante qui gagne tout avec un pilote qui est un excellent pilote. On n'est pas là pour remettre en cause Verstappen ou qui que ce soit. Le dépassement de budget, c'est pas de la faute de Verstappen. Et ça n'enlève rien à ses qualités de pilote. Maintenant, je pense sur un public jeune avec la vague Drive to Survive, que Red Bull et Verstappen gagnent, en gros, qu'ils écrasent la concurrence, je suis pas sûr que ça dérange des masses. Là où ça peut un peu déranger, c'est sur des fans plus anciens, plus aguerris, où oui, il peut y avoir une espèce de lassitude, mais la même lassitude qu'on a eue lors des années de domination Schumacher et Ferrari. On savait que c'était Schumacher qui faisait la pole, on savait que c'était Schumacher qui faisait le meilleur tour, on savait que c'était Schumacher qui gagnait la course. En tant qu'ancien fan de Schumacher, voilà, moi je m'en cache pas, j'étais très content. Mais d'un autre côté, en 2005, quand ça a commencé à bouger, bon, je tire un peu la gueule au début, mais je me disais aussi que ça faisait du bien, parce que du rouge, ça commençait à faire beaucoup. Red Bull, il y a eu la même chose, à la seule différence que les instances à l'époque ont quand même essayé d'entraver quasiment à chaque fois la marche en avant de Red Bull, mais en faisant du rétro-pédalage. Je m'explique. Par rapport à Vettel 2011, on a cette trouvaille de mémoire des échappements soufflés. Merci Renault.
Parce que bon, Red Bull a quand même craché à la gueule de Renault, mais ils leur doivent quand même une partie des titres. Sur les échappements soufflés, c'était une trouvaille de Renault en tant que motoriste, où Vettel en effet a archi dominé, mais comme il a archi dominé en 2013, avec certes une très très bonne voiture, sauf que n'oubliez pas quelque chose, les échappements soufflés à partir de 2012, ça a été supprimé. Il y a eu toutes les polémiques autour des pneus, machin, etc., où ça a fait la même chose. Là, par contre, on est face à une domination de Red Bull avec un règlement qui ne bouge pas jusqu'à 2026. Oui, et qui a été pensé dans le cadre d'un budget de cap qui était respecté de A à Z. C'est Mais ça. là-dessus, sortons de tout ça parce que tu le résumes très bien, mais c'est un discours qu'on a depuis longtemps et je pense que on va l'avoir encore pendant les 2 prochaines années. Tu parlais des fans de Drive to Survive qui peuvent rester. Moi, je pense que justement, c'est les premiers à être susceptibles de partir puisqu'on leur a vendu un produit, notamment avec la saison 2021, qui était excitant d'un bout à l'autre de la saison en termes de lutte pour le titre. Et depuis 3 ans, ce qu'ils voient, c'est beaucoup moins ça. Alors, c'était un peu ça en 2022, puisqu'on a eu Ferrari qui Avec était un peu Leclerc, présent. oui. Voilà, 2023, c'était déjà plus du tout ça. Et là, cette année, on part sur des bases où on n'a même plus Pérez pour faire le change. Donc, c'est là-dessus que je m'inquiète. Maintenant, refermons tout ce chapitre de domination, puisque je pense que toi comme moi, nous savons que nous allons en parler toute la saison, donc c'est pas la peine d'aller plus loin. Et intéressons-nous à ce qui est vraiment pour moi le fait de course de ce week-end, et ce qui pour moi peut nous amener à mettre une pièce de plus dans la machine de la season, qui va être le vrai fil rouge de cette saison. C'est cette arrivée d'Oliver Bearman chez Ferrari pour remplacer un Carlos Sainz convalescent qui s'est fait opérer vendredi de l'appendicite. On a vu un Oliver Bearman, je vais te laisser en parler, mais très très bon, solide, sérieux pour sa première. Et ça quand on voit la qualité du plateau F2 cette année et des quelques derniers pilotes qui sont sortis de F2, notamment Liam Lawson, Théo Pourchaire, Felipe Drugovich, ce que nous a proposé Bearman aujourd'hui, c'est dans cette lignée-là, c'est-à-dire une très bonne cuvée de jeunes qui n'attendent qu'une seule chose, avoir une place. Et qu'on leur laisse leur chance. Donc là, c'est un peu concours de circonstances. Euh, Moi, je m'attendais à ce qu'on ait de nouveau Nico Hülkenberg, parce que ces dernières années, alors là, c'était pas possible parce que il est chez As, mais il aurait pas été chez As. À mon avis, il aurait fait le remplaçant de luxe, comme il avait pu le faire par le passé. Bearman, c'est un sacré challenge là quand même. Enfin, je veux dire. C'est pas le circuit le plus simple de la saison. Déjà, c'est Jeddah, tu cours de nuit, tu passes entre les murs, t'es quand même à des vitesses assez élevées, voilà, tu passes entre les murs entre 170 et 200 à peu près, dans les secteurs assez rapides. C'est super éprouvant, il fait très chaud. T'es chez Ferrari. Donc tu démarres pas comme chez As ou Kick-Sauber ou voilà. Donc t'as quand même une certaine pression. Je tiens à remercier moi au passage Fred Vasseur. C'est-à-dire Fred Vasseur, il a su poser les bases. Il lui a pas mis une pression de dingue. T'es pilote Ferrari, faut que tu scores, etc. Il lui a juste passé le mot, je crois, où il lui disait surtout ne joue pas au héros. Bon, grosso modo, ça voulait dire tu fais ton Grand Prix, le seul truc qu'on te demande, c'est que tu ramènes la voiture à la fin. Peu importe où tu arrives, mais voilà. Euh, et comment dire, la démarche de Bearman plus son résultat à la fin, il termine 7ème, excusez du peu, il termine quand même devant Lando Norris, il termine quand même devant Hamilton. On en parlait juste avant, Hülkenberg. Enfin, c'est des garçons. Enfin, voilà. C'est des pilotes de Grand Prix. Donc, on avait déjà eu Lawson l'année dernière, ou chez AlphaTauri. Moi, je trouvais qu'il avait fait une très très bonne prestation face à Tsunoda quand il avait remplacé Ricciardo. Absolument, ouais. Donc, ces petits jeunes qui viennent de la F2. On a un autre exemple avec Piastri qui est resté 1 an sans volant, mais qui était champion F2. Quand on regarde la saison passée de Piastri, il a absolument pas à rougir. Donc oui, on a un super vivier de pilotes F2. On peut même se demander, ces gars-là, pourquoi on leur laisse pas vraiment une chance. Et c'est là où tu voulais en venir. Quid des Nico Hülkenberg, des Kevin Magnussen,
des Logan Sargent, des Lance Stroll, des Bottas, des Guan Yu Zhou, ou d'une certaine... Et Daniel Ricciardo. Et Daniel Ricciardo. Concrètement, c'est des gars qui aujourd'hui bloquent des baquets sur des pilotes qui ont peut-être moins d'aura, mais qui sont ultra talentueux. Bah, là-dessus, j'aimerais poser 3 choses. Alors déjà, j'aimerais sortir Guan Yu Zhou de l'équation parce que je trouve que sur ce début de saison, il est particulièrement solide et que c'est plutôt l'écurie Sauber qui lui empêche d'avoir des résultats à la hauteur de ce qu'il fait. Parce qu'encore une fois, les problèmes d'écrou de frein, comme la semaine dernière, ça commence à bien faire. Et malheureusement, avant ça, il était en train de faire une course solide. Donc je sors un peu de l'équation. Par contre, les autres noms que tu as cités, je suis totalement d'accord. Je sortirais peut-être aussi Nico Hülkenberg de l'équation qui, pour moi, est encore au niveau. Mais pour les autres, je suis totalement d'accord. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, bien évidemment, quand on dit qu'il faut de la place pour les jeunes, il y a 2 visions des choses. C'est soit faire partir les anciens, soit avoir plus de voitures sur la grille. Nous, on a toujours été pour avoir plus de voitures sur la grille. On sait que la grille peut monter à 26 avec les accords Concorde. On sait qu'on peut légitimement être à 22 ou 24 avec le budget cap. Donc, c'est quelque chose pour lequel on se battrait plus. C'est-à-dire que, étant donné qu'on a aujourd'hui un pool de 26-27 pilotes qui ont le talent nécessaire pour la F1, pourquoi ne pas avoir 24 voitures plutôt que 20 ? Mais maintenant, c'est pas ce qui va arriver tout de suite, on l'a encore vu avec Andretti, donc sortons ça de l'équation et revenons sur une F1 à 20 voitures. Et là, je suis d'accord avec toi et je te rejoins. Magnussen, Stroll, Bottas, Ricciardo, Sargent, c'est un niveau qui se voit directement en termes de lacunes ce week-end. Alors, Sargent, c'est sa 2e saison en F1, donc il est un peu dans ce moment de est-ce qu'on laisse un peu sa chance aux jeunes ou voilà. Mais Bottas, il est là depuis 2013, Magnussen depuis 2014, Ricciardo depuis 2011 et Stroll depuis 2017. Et on a encore vu une erreur de Lance Stroll qui s'est mis dans le mur à Jeddah et qui est le seul à avoir abandonné sur problème mécanique ce week-end. Sur accident ce week-end, puisque il a cassé la suspension avant gauche quand il a touché je crois c'était dans la première portion. Non, c'est au virage 22, il me semble, ou 20 ou 25. Enfin bref. Mais ce que je veux dire, c'est que Gasly a eu un problème mécanique, mais lui, c'est Stroll s'est sorti lui-même. On a vu un Magnussen qui a été ultra dangereux sur Alexander Albon plusieurs fois, refermant la porte comme il le faisait lors de ses premières années rookie. Mais là, on est en 2024, ça fait 10 ans que Kevin Magnussen est en F1. Et on a vu un Daniel Ricciardo pas au niveau de son coéquipier depuis 2 week-ends, en dessous des performances. Et quand tu parlais de Liam Lawson, quand on a vu ce qu'a été capable de faire l'année dernière Liam Lawson lors de son remplacement de Daniel Ricciardo, il y a des questions à se poser sur le niveau de Ricciardo. Et quant à Lance Stroll, je suis désolé, on sait qu'il y a 5 écuries qui sont clairement devant les autres et qui peuvent marquer des points chaque week-end. Aston Martin en fait partie. Et parmi les 10 pilotes de pointe, celui qui n'a pas le niveau pour l'instant, c'est Lance Stroll. Et encore une fois, Lance Stroll, on en aurait parlé il y a 6-7 ans, ça aurait été un très bon pilote de milieu de grille, mais parce qu'on avait des Sergei Sirotkin, parce qu'on avait des Nicolas Latifi, parce qu'on avait des Roberto Merri. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Le niveau, il est extrêmement haut et tu peux plus te permettre d'avoir ça. Et tu vois, on parle de ces 4 pilotes-là, de Magnussen, Stroll, Bottas, Ricciardo. Quand tu regardes leur équipe, Ricciardo, ça peut être remplacé par Lawson dans l'académie. Tout à fait. Stroll, ça peut être remplacé par Drugovich dans l'académie. Bottas, ça peut être remplacé par Pourchaire dans l'académie. Et Magnussen, ça peut être remplacé par Oli Berman qu'on a vu dans l'académie. Et je rajoute Zayn Maloney, qui est en train d'avoir un très bon niveau. Isaac Hadjar, qui a eu beaucoup de déboires mécaniques, mais qui en termes de rythme n'est pas mauvais. On parle depuis le début de la saison de Andrea Kimi Antonelli. Enfin, voilà. Je pense qu'il y a quelques pilotes qui sont en danger. Qui seraient potentiellement candidats pour remplacer Hamilton chez Mercedes, excusez du peu. Voilà, c'est ça. Et qu'il y a quelques pilotes là sur la grille actuelle qui ne survivront pas à la silly season, ça c'est clair. Et pour moi, ces 4 pilotes-là, Magnussen, Stroll, Bottas, Ricciardo, et je rajoute Sargent, ces 5 pilotes-là, clairement, sur la première partie de saison, il va falloir rehausser la barre parce que ce qui se passe n'est pas au niveau. On est d'accord là-dessus. Et c'est d'autant... là, vraiment, autant les autres années, la dernière silly season vraiment fun, c'était il y a 2 ans avec... Alpine, Alonso et Piastri, où ça a été rigolo, ça a été le feuilleton pendant quasiment tout l'été. Là, par contre, je pense que l'été 2024, ça va être super intéressant à suivre. Il y a déjà quelques questions auxquelles on a des réponses, mais de ces réponses, il y a d'autres interrogations qui se sont posées. Absolument. Où les réponses, on va les avoir cet été. Mais pour avoir des réponses cet été, ça veut dire que ça va déjà négocier en coulisses dès maintenant. Si c'est pas déjà fait.
Et cet été, on sera à la moitié de la saison de F2, on sera à la moitié de la saison de F1, et il y aura déjà des enseignements à tirer. Et moi, quand je vois un Oli Berman aujourd'hui, je suis pas pour faire du jeunisme pour le jeunisme, mais le gamin, il a été au niveau. En plus, il a que 18 ans, c'est un 2005. Donc en soi, il va sur ses 19 ans cette année. Mais la saison prochaine, il sera dans l'année de sa vingtaine. C'est tout à fait normal d'arriver en F1 à 20 ans, c'est pas un souci. Et clairement, il démontre qui peut arriver en F1. Et comme tu l'as dit, Piastri est un aussi très bon exemple de mec qui est arrivé jeune et au niveau avec en plus une année de césure. Donc, Et à l'inverse, on a vu des fois des remplaçants qui étaient ultra mauvais, qui étaient jeunes mais ultra mauvais. Je reprends l'exemple par exemple de Giovinazzi. Giovinazzi, à l'époque chez Sauber, il avait, je sais plus qui c'est qu'il avait remplacé. Il avait fait ça sur 2 il avait remplacé Verlaine qui s'était craché au Grand Prix de Chine. Il avait Chine. remplacé Verlaine, mais bon, il avait pas été exceptionnel. Hein. Alors bon, Ça c'est clair. La Sauber était pas non plus exceptionnelle, d'accord. Là, on parle quand même de la deuxième meilleure voiture du plateau. Mais quand même, enfin, c'est justement, c'est d'autant plus flatteur il rate la Q3 à pas grand chose. Oui, et surtout quand on sait le niveau des qualifications cette année, Bien sûr. c'est normal de se louper sur une Q3 lorsque tu es un rookie. C'est pas un souci. Mais derrière, il fait une course ultra intelligente. Il part en tendre quand tout le monde est en médium. Donc ça lui permet d'attaquer. Bon, il y a une safety car qui arrive assez tôt chez Ferrari. Qui l'aide aussi. Qui l'aide aussi. Mais dès la relance, il attaque Tsunoda, il passe Tsunoda. Derrière, il remonte petit à petit. Moi, je dis bravo. Hein. Enfin, pour moi, contrat rempli. Et il a montré sur une course qu'il avait tout à fait sa place en F1, quoi. Un petit peu, d'une certaine façon, ce qu'avait fait un Nick De Vries il y a 2 ans. C'est-à-dire Oui. remplaçant de luxe chez Albon, voiture correcte, pile sur le bon circuit, pile bon moment. C'est ce qui lui avait permis de venir en F1. Et là où ton exemple est doublement bon, c'est que de 1, Nick De Vries était face à un pilote qui à l'époque n'était pas au niveau, c'est-à-dire Nicolas Latifi, qui n'existerait même plus sur la grille actuelle. Et on a vu la différence entre un excellent pilote qui est Nick De Vries et un moins bon pilote qui est Latifi. Et après, en termes de référentiel, on a donné sa chance à Nick De Vries sur une saison. Il s'est troué, il est parti. Voilà. Et il n'y a pas d'état d'âme à avoir. Si le mec se trouve, tu le remplaces par quelqu'un qui va être plus au niveau. Et sur les 3 pilotes qui ont eu ce baquet dans la saison, le meilleur des 3, c'était Lawson. Et le pire des 3, c'était De Vries. Mais pourtant, il méritait sa place. Et la même chose avec Biermann. Qu'on installe Biermann en F1, peut-être pas en 2025, mais peut-être en 2026. S'il se trouve, il se trouve, mais qu'on lui donne sa chance. Et je trouve que sa performance du week-end ouvre un débat très intéressant, non seulement pour lui, mais pour beaucoup de gamins dans la grille. Donc je trouvais ça très très bien qu'on en parle parce que c'est peut-être une porte ouverte pour la saison prochaine. Et comme tu l'as dit, avec la silly season qu'on va avoir où chaque signature va avoir des répercussions, les gamins ont un coup à jouer. Alors, on a parlé des gamins, on n'est pas en train de dire qu'à la FIA, c'est des gamins, même si par moment, on peut parfois se poser la question, mais on peut aussi aborder un sujet qui fait un petit peu débat, c'est-à-dire, il y a eu des pénalités, c'est-à-dire Magnussen s'est fait pénaliser pour avoir coupé un virage, l'accrochage avec Albon, Perez, 5 secondes dans les stands au moment de la safety car, parce qu'il est relâché de façon dangereuse, il manque d'emporter Alonso, mais rien pour Norris. Alors que Norris, sur la cam de Russell, on voit bien que sur la procédure de départ, la McLaren avance un petit peu. Donc on pourrait penser qu'il a volé le départ, mais il n'a pas été pénalisé. Effectivement, tu l'as dit là-dessus. C'est vrai que quand on parlait de la safety car tout à l'heure, qui s'est retrouvé en tête après la safety car, c'est Lando Norris qui, il nous semblait sur les images, avait volé le départ. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le transpondeur qui était installé sur la voiture de Lando Norris n'a pas indiqué de départ anticipé. Donc, le règlement sportif est très clair, c'est que en fait, la décision d'une pénalité doit être prise en fonction de la réponse de ce qu'indique le transpondeur. Et comme celui-ci ne l'indiquait pas, tu ne peux pas après juger au visu à la caméra lorsque dans le règlement tu as dit que la seule façon de juger c'était le transpondeur. Donc là-dessus, c'est
pas forcément le point le plus important parce que ça n'a pas eu vraiment d'incidence sur la course en soi, parce que c'était un point clair du règlement et finalement le règlement est assez explicite là-dessus. Par contre, tu voulais qu'on parle de la pénalité de Pérez et tu avais une proposition à faire sur comment appliquer des pénalités telles que celles qu'on devrait appliquer pour Sergio Pérez après son unsafe release. Alors, j'ajoute juste quelque chose avant de parler de Pérez. C'est là où on voit quand même l'évolution de la technologie pour les petits jeunes et même pour des moins jeunes. Je vous renvoie au Grand Prix de Malaisie 2000 qui clôturait le championnat. Sur la grille de départ, au moment de la procédure, on voit Kynen qui avance très légèrement avant que les voitures soient lâchées. Et à l'époque, il avait pris une pénalité. On voit que sur une situation analogue 24 ans plus tard, on peut dire quand même merci à la technologie. Ça, c'était la petite parenthèse. Oui, ça fait un petit moment qu'on débat au niveau de la rédac Multi21. En effet, c'est agaçant de voir une pénalité de temps de 5 secondes infligée à un pilote alors que c'est de la responsabilité de l'équipe. Et sur on en discutait un petit peu avec notamment Clément en off. Il faudrait un système de pénalité dégressif, mais qui pénalise aussi bien l'écurie que le pilote. Et sans tout chambouler, mais si on part du principe qu'une course est divisée en 3 tiers, on peut faire un système dégressif comme tel, c'est-à-dire sur le premier tiers, s'il y a un relâchement et que c'est pas sécurisé dans la voie des stands, on demande au pilote, par exemple dans les 2 ou 3 tours qui suivent, de faire un drive-through avec un arrêt obligatoire à son stand de 10 secondes. Quand vous avez une voie des stands à traverser, que vous vous arrêtez en plus 10 secondes, que vous repartez, au bas mot, vous avez paumé 30 secondes. À peu près. Quand on est dans le deuxième tiers de la course, juste un drive-through. Le drive-through, on passe dans la ligne des stands à la vitesse autorisée, donc à 50, 60 ou 80 km/h. Là, pareil, vous lâchez facile 20 secondes. Quand on est dans le dernier tiers, ça peut être là, dans ces cas-là, d'appliquer des pénalités, en effet, comme ça se fait actuellement, de 5 ou 10 secondes. Pourquoi ? Quand vous êtes en début de course, qu'on vous met une pénalité de 5 secondes, admettons, on est au tour 10, au tour 10 à Jeddah, sur 50. Bon, vous avez 40 tours. En 40 tours, vos 5 secondes, vous pouvez largement les compenser, surtout quand vous avez une Red Bull. Quand il y a 30 secondes, même sur une course, c'est pas gagné. Si en plus il y a plusieurs safety cars, les 30 secondes à la fin de la course, là ça crée un désavantage pour le pilote, mais, même s'il est pour rien, mais c'est lui qui est au volant. Mais ça fait aussi un sacré impact pour l'écurie. C'est-à-dire, au lieu de perdre une position, s'il y a eu un relâchement dangereux dans le premier tiers, qu'il y a 30 secondes, j'en sais rien, il y a une safety car qui est sortie à 5-6 tours de la fin, le résultat au classement final, c'est pas tout à fait le même, quoi. Donc, c'est une proposition. Est-ce que, selon vous, faut laisser le système actuel ? Est-ce qu'il faudrait le faire évoluer ? Nous, on lance cette proposition du système dégressif. Est-ce qu'il y aurait d'autres propositions ? Ça, on fait appel à vous. C'est-à-dire, si là-dessus, nous, sur le sujet des pénalités, c'est un sujet qui nous interpelle et où on trouve que c'est pas très juste actuellement. Donc, si vous avez des idées, si vous souhaitez en débattre, etc., dans les commentaires, pas de souci. On est tout à fait ouvert et on attend vos propositions. Voilà, je sais pas si toi... Non mais là-dessus, moi je suis totalement d'accord avec toi. Et je trouve que justement, ne pas mettre une pénalité pour le pilote, c'est toujours bien parce que sinon ça pourrait inciter les écuries à transgresser la règle quand même en sachant que la pénalité ne serait que financière et pourrait leur permettre d'avoir un avantage en course. Mais elle doit être, comme tu l'as dit, elle doit être différente selon le moment de la course. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on prend une pénalité de 5 secondes en début de course pour un unsafe release, oui, on peut
passer devant la voiture lors de l'arrêt au stand et ça peut définir notre position pour la suite de la course. Et pour autant, à la fin de la course, on aura de quoi combler ces 5 secondes. Alors que si on doit faire un drive-thru ou un stop and go au départ, ça n'a pas la même incidence. Et tu l'as dit, sur la fin de course, effectivement, si on prend que 5 secondes, mais qu'on est dans une bataille serrée ou qu'il y a un safety car en fin de course, ça peut totalement rabattre les cartes et il n'y a pas besoin de mettre une pénalité beaucoup plus forte comme un stop and go. Donc ouais, moi je suis totalement d'accord avec toi sur cette idée de pénalité dégressive selon le moment de la course. Je connais pas du tout le système en IndyCar, je sais pas comment ça se passe, mais pour suivre en NASCAR, ce que je peux vous dire, c'est par exemple, il y a un excès de vitesse qui est fait en NASCAR, c'est pas un problème. Pénalité de passage par les stands. Donc, et là, vous êtes face à des gugus où les tours, ça se fait en 30 secondes. Vous êtes à 50 miles ou un truc comme ça, quand les autres, ils sont à 250, 270. Donc, quand vous êtes sur, quand vous êtes sur un routier, ça se gère. Quand vous êtes sur un ovale d'1,5 mile, une pénalité comme ça, vous repartez avec un tour facile dans la vue. Ça va même plus loin, c'est en NASCAR, vous avez le changement des 4 pneus plus l'essence. S'il y a une roue où le pilote repart, la roue est mal serrée, etc., pas de souci. Donc, faut repasser par les stands, faut changer, faut resserrer, etc. Votre équipe, elle prend une suspension votre équipe est suspendue pour la course d'après. Donc, c'est-à-dire votre ingé-piste. C'est notamment votre ingé-piste. Votre ingé-piste, il est suspendu, je crois, c'est pour 2 ou 3 courses. Au niveau handicap, donc on vous met un remplaçant, mais c'est comme si chez Red Bull, du jour au lendemain, sur un relâchement dangereux, etc., Lambiase était suspendu pendant 3 courses et qu'on mettait un autre Gus à la place pour Verstappen. C'est un petit peu le parallèle. Donc voilà, ça c'est juste à titre de comparaison, mais est-ce qu'il faudrait changer ou est-ce qu'il faut laisser le système actuel, tout en sachant que sur des pénalités de 5 secondes, ça, surtout donné en début de course, ça n'a pas une grosse influence sur le résultat final. Et donc que l'écurie peut continuer à se le permettre. Pour conclure cette émission, parlons de ce qu'il y avait autour de ce week-end à Jeddah et notamment des premiers rendus qu'on a vus du tracé de Qiddiya qui sera normalement le futur tracé du Grand Prix d'Arabie Saoudite, même s'il faut être toujours très prudent avec ce qu'on nous annonce en termes de nouvelles localisations, CF Yeongam ou CF Hanoï même. Ouais. Là-dessus, on avait déjà vu le tracé il y a 2 ans qui avait popé, donc on connaissait le tracé, mais on n'avait pas vu les alentours du circuit. Déjà, est-ce que pour toi, quitter Jeddah, c'est une première bonne idée pour un nouveau circuit? Et de 2, est-ce que ce nouveau tracé va dans le bon sens pour la F1? Moi, pour introduire là-dessus, je trouve que le Jeddah commence à avoir un peu des airs de Spa-Francorchamps, c'est-à-dire sur un tour, voir un on-board d'un tour qualif, c'est magnifique. Sur une course, ça peut être une petite purge. Et là, ce qu'on a vu ce week-end, on s'est un peu endormi, moins qu'à Bahreïn, mais on s'est un peu endormi. Donc, est-ce que après c'est la saison qui veut ça ou pas? Je ne sais pas. La deuxième chose, c'est que de toute façon, faire une course en Arabie Saoudite, quand on sait les conditions de travail des personnes là-bas et quand on sait le traitement de certaines minorités ethniques en Arabie Saoudite, CF, la région de Neom, c'est une catastrophe. Et de 3, si c'est pour faire toujours plus grand, toujours plus fort, comme Las Vegas, comme Yas Marina, mais pour des circuits qui au final n'ont aucun intérêt technique, ça ne m'intéresse pas, autant rester à Jeddah. Maintenant, je te laisse me donner ton avis sur ce qu'on a vu de ce Qiddiya circuit. Selon moi, il y a plusieurs points. Le premier point, c'est vrai que les tracés Made in Tilke, c'est vrai que les derniers, on n'a pas été forcément très enthousiasmé. Moi, j'avoue, je suis surpris par Jeddah, parce que Jeddah offre vraiment un vrai défi technique pour les pilotes. On n'est pas sur ligne droite, angle à 90 degrés, et puis voilà. Après, les courbes à Jeddah sont tracées sur la route de la Corniche, donc voilà. ça aide, c'est qu'on avait déjà une route normale à cet endroit-là. C'est plus la première partie du circuit qui a été tracée artificiellement. C'est ça. Mais bon, t'as un site déjà qui s'y prête. Faut pas non plus oublier que Jeddah en 2021,
ça a été l'un des théâtres de l'affrontement Hamilton-Verstappen, et ça, à mon avis, ça risque de rester pendant un petit moment. Moi, je trouve que... après, on le savait, hein, c'est-à-dire que Jeddah ça servait un peu de point étape en attendant d'avoir quelque chose, comme tu le disais, de plus grand, plus strass et paillettes, machin. Ça va un petit peu, malheureusement, dans la dynamique qui avait été entamée avec Abu Dhabi en 2009, avec notamment le Ferrari World, etc. Donc, faire alors, le circuit en soi, à Abu Dhabi, on peut pas dire qu'il soit ultra attrayant. C'est tout ce qu'il y a autour, quoi, hein, où ça fait très, très strass et paillettes. Las Vegas, n'en parlons même pas. Donc, ça s'inscrit un petit peu dans ce que j'appellerais, et dans ce qu'on a souvent pointé du doigt, les Destination Race, quoi. Oui, et d'ailleurs, tu parlais de Yas Marina, on peut remonter même à Valence et Singapour l'année précédente, qui rentraient déjà dans cette optique-là, mais tu fais bien de parler de Yas Marina, parce on était vraiment sur ce qu'on appelait le circuit du 21e siècle, quand on est arrivé à Yas Marina. Alors que, enfin, j'ai pas parlé de Singapour et de Valence. Alors, Valence, c'était l'attrait touristique, et c'était aussi en lien un peu avec le Super Bowl, le machin, tout ça. Bon, ça permettait de faire un circuit urbain auprès, enfin voilà, où t'avais la mer, tout ça. Bon, c'était cool. Voilà, ça passait sur un pont, tout ça. Bon, c'était sympa. Singapour, pour moi, il y avait quand même un véritable défi techno, c'est-à-dire c'était le premier circuit de nuit. Où t'avais, voilà, pour moi, le tracé, il est sur des dimensions titanesques, où on n'est pas à faire la queue leu, quoi. C'est-à-dire sur un circuit de 2008, sur les camions, pardon, hein, mais sur les camions qu'on a actuellement en F1, on passe à l'aise à deux voitures, hein. Là où sur d'autres tracés actuels ou anciens, on peut reparler de Valence. Valence, à mon avis, aujourd'hui, tu passerais pas deux voitures, hein. Il y a des coins, je sais pas comment tu fais, hein. Et on a l'exemple type avec Monaco. C'est-à-dire Monaco, où les qualifs sont ultra intéressantes, mais où le dimanche, s'il n'y a pas de pluie, tu sais que c'est une procession. Donc, pour l'Arabie Saoudite, il y a tout un projet touristique derrière, ils veulent faire un truc de parc d'attractions, tout ça. Je pense qu'ils ont les moyens et les ambitions pour que ça ne se finisse pas comme Yeungam, où Yeungam, normalement, il devait y avoir tout un truc autour. Bon, c'est vrai que pendant... j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est pendant 4 ans. Bon, c'est vrai que tout autour du circuit, il y avait de la terre, il y avait des grues. Bon, c'était bien. Mais ça faisait un petit peu bizarre. Là, je pense que l'Arabie Saoudite, même si sur le plan, on va dire, droit de l'homme, sur le côté humanitaire, etc., c'est pas le meilleur exemple. Ça se donne bonne figure sur un plan politique, sur notamment le droit des femmes, tout ça, mais ça c'est une façade. Plus sur certaines activités économiques de l'Arabie Saoudite, veut un peu faire le ménage sur son passé et donner une meilleure image, même si on n'est pas trop dupe et qu'on sait qu'il y a quand même quelques parties sombres qui ne sont pas montrées, mais où sur le côté humain, c'est pas rendre service que d'aller dans ce genre de pays. Alors, pour terminer là-dessus, moi je me pose juste une question, c'est dans quelle mesure on ne va pas avoir ce qu'on a eu aux États-Unis, c'est-à-dire pourquoi pas 2 Grands Prix en Arabie Saoudite, au vu des moyens du pays. C'est aussi une possibilité d'avoir un Grand Prix de Jeddah et un Grand Prix de Riyad à Qiddiya. Là-dessus on verra. Mais voilà, on voulait juste évoquer un peu ce circuit de Jeddah parce que ça fait 4 ans qu'il est quand même au calendrier, donc on commence à avoir une idée à peu près de ce qu'il vaut. Là-dessus, la prochaine étape de la F1, ce sera Melbourne, Pierre, dans 15 jours, sur encore un circuit semi-urbain ce coup-ci, tracé dans l'Albert Park en plein cœur de Melbourne. Sûr. Et on se retrouvera d'ici là pour une prochaine vidéo. Merci Pierre d'avoir analysé ce Grand Prix d'Arabie Saoudite et surtout cette partie sur les rookies qui moi m'a fort enthousiasmé. C'était peut-être ce qui m'enthousiasmait le plus dans ce week-end. Et on se dit à très bientôt sur Multi 21. Salut!
La cloche, le pouce, on compte sur vous sur le débat pour les pénalités. Merci Clément. Et puis on se retrouve pour Melbourne avec grand plaisir. Ciao, ciao, ciao.